Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode donc de l'humanité à la recherche de Dieu. Nous sommes le mercredi 30 janvier 2019, il est 15h51 et nous allons commencer donc notre étude. La magie fait son apparition. Donc on va voir un petit peu cela ensemble. Là. Donc c'est parti. La magie fait son apparition, une fois admise. La croyance qui faisait du monde inanimé le domaine d'esprits bienfaisants ou maléfiques, on était plus loin de franchir une autre étape. Se mettre en contact avec le monde spirituel pour obtenir aide et bienfaits de la part des bons esprits et pour apaiser les mauvais. C'est ainsi que la magie fit son apparition et qu'elle se développa presque partout dans le monde jusqu'à notre époque. Au sens premier, la magie se définit comme l'art de manipuler ou de capter des forces naturelles ou surnaturelles pour les mettre au service de l'homme. Ignorant les causes de nombreux phénomènes de la vie courante, les membres des sociétés primitives en vinrent à penser qu'ils pourraient obtenir certains effets en répétant des mots magiques ou en accomplissant certains rites. Et les quelques succès qu'ils obtinrent donnèrent du crédit aux procédés magiques. On rapporta par exemple que les médecins sorciers de l'archipel de Mentawai, à l'ouest de Sumatra, qui étaient avant tout des magiciens, savaient étonnamment bien soigner la diarrhée. Le traitement magique consistait à faire allonger le patient sur le ventre au bord d'une falaise et à lui prescrire de lécher le sol de temps en temps. Qu'est-ce qui faisait le succès de cette thérapeutique? Au sommet des falaises, le sol contenait du kaolin, une argile blanche qu'on utilise couramment aujourd'hui comme antidiarrhéique. Des performances de ce genre firent vite oublier tous les revers et assurèrent la renommée de ces praticiens qui, rapidement, acquirent un grand prestige mêlé de crainte au sein de la communauté dont ils devinrent les prêtres, les chefs, les chamans, les sorciers ou les médiums. Les gens venaient leur soumettre ce qui les préoccupait, une maladie à soigner ou à prévenir, un objet à retrouver, un voleur à confondre, une influence néfaste à détourner ou une vengeance à assouvir. Avec le temps apparut un large éventail de pratiques et de rites superstitieux, qui prenaient en charge l'ensemble de ces situations, ainsi que d'autres événements de la vie courante, tels que la naissance, la majorité, les fiançailles, le mariage, la mort et les funérailles. Le pouvoir magique, auréolé de mystère, régenta bientôt tous les aspects de la vie des hommes. Danse de la pluie et sortilège. Je sais pas où, mais moi je me régale. Bien que les rites magiques varient considérablement d'un peuple à l'autre, les notions sur lesquelles ils se fondent présentent une similitude frappante. D'abord, une idée de base. Le semblable appelle le semblable. On peut obtenir le résultat désiré par l'imitation, ce qu'on a parfois appelé magie imitative. En Amérique du Nord, par exemple, lorsque les récoltes se mouraient faute de pluie, les Indiens Omaas dansaient autour d'un récipient rempli d'eau. L'Indo buvait un peu de cette eau et la recrachait en l'air pour imiter le brouillard ou une fine pluie. Ou encore, pour s'assurer qu'il ne rentrera pas bredouille de la chasse à l'ours, un chasseur imitait un ours blessé en se roulant sur le sol. D'autres peuples possédaient des rituels plus élaborés assortis de chants et d'offrandes. Les Chinois fabriquaient un immense dragon de papier ou de bois qui représentait le dieu de la pluie et le menaient en procession. Ou bien ils plaçaient l'idole à l'extérieur du temple, au soleil, pour que, sentant elle-même la chaleur, elle daigne envoyer la pluie. Les Ngonis, oh c'est pas évident, là, je m'excuse, hein. Les Ngonis d'Afrique orientale se rendent dans le temple de la pluie et versent de la bière dans un pot enfoui dans le sol. On prononce ensuite cette prière. Maître Chota, votre cœur s'est endurci à notre égard. Que voulez-vous que nous fassions? Nous allons périr. Donnez des pluies à vos enfants. Voici la bière que nous vous donnons. Les assistants se partagent alors le reste de la bière. Puis on chante et on danse en agitant des branches que l'on trempe dans l'eau. La magie repose également sur une autre notion. Les objets qui ont appartenu à une personne continuent d'agir sur elle, même après qu'elle s'en est séparée. De là est née l'idée de jeter un sort à quelqu'un en se servant d'un objet qui lui a appartenu. Dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles, comme dans le reste de l'Europe,
On croyait toujours que des magiciens ou des sorcières avaient le pouvoir de causer du tort de cette manière. Les techniques magiques pouvaient prendre diverses formes, telles que modeler une figurine en cire de la personne à laquelle on voulait nuire et y planter des aiguilles, écrire son nom sur un bout de papier et le brûler, enterrer un de ses vêtements ou encore se livrer à des manipulations sur ses cheveux, ses rognures d'ongles, sa sueur et même sur ses excréments. Des agissements de ce genre étaient courants, car en 1542, en 1563 et en 1604, le Parlement anglais promulgua des actes par lesquels il déclarait la sorcellerie passible de mort. Sous une réforme ou sous une autre, et aussi loin que l'on remonte, la grande majorité des peuples de la Terre ont pratiqué ce type de magie. En quête de signes et de présages. Bien souvent, on recourt à la magie pour essayer de découvrir, au moyen de signes et de présages, des informations secrètes ou de ce qui réserve l'avenir. Cet art dans lequel les Babyloniens étaient passés maîtres a pour nom la divination. Selon l'ouvrage Magie, surnaturalisme et religion, les Babyloniens excellaient dans l'art de prédire l'avenir en observant le foie ou les intestins d'animaux sacrifiés, le feu et la fumée, l'éclat de pierres précieuses. Ils déduisaient les événements futurs du murmure des sources et de la forme des plantes. Les phénomènes atmosphériques, pluie, nuages, vent, éclairs, étaient perçus comme de sinistres présages. Les fissures, les fissures d'un meuble ou d'une boiserie auguraient de ce qui allait arriver. Les mouches et autres insectes, de même que les chiens, véhiculaient des messages occultes. Dans la Bible, le livre d'Ézéchiel raconte que lors d'une de ses campagnes militaires, le roi de Babylone s'est arrêté au carrefour, à la tête des deux chemins, pour recourir à la divination. Il a secoué les flèches, il a interrogé au moyen des théraphim, il a examiné le foie. Des incantateurs, des sorciers et des prêtres magiciens étaient officiellement attachés à la cour du roi de Babylone. En Orient, comme en Occident, on a également donné dans diverses formes de divination. Les Grecs venaient consulter leurs oracles à propos des grands événements politiques et sur des questions privées telles que le mariage, les voyages ou les enfants. L'oracle le plus célèbre se trouvait à Delphes. Ces réponses censées émaner du dieu Apollon étaient données par une prêtresse, la Pythie, sous la forme de son inarticulé que les prêtres interprétaient et transformaient en vers ambigus. Un exemple type fut cette réponse que reçut Crésus, roi de Lydie. Si Crésus franchit l'Alice, il détruira un grand empire. Mais en fait d'empire, ce fut le sien qu'il fut détruit. Crésus fut en effet vaincu par Cyrus le Perse lorsqu'il franchit l'Alice pour envahir la Cappadoce. En Occident, l'art de la divination atteignit des sommets chez les Romains qui, dans presque tout ce qu'ils entreprenaient, s'inquiétaient des augures et des présages. Quel que soit leur niveau social, les Romains croyaient aux vertus de l'astrologie, de la sorcellerie, des talismans, de la bonne aventure et de bien d'autres procédés divinatoires. Selon Édouard Gibbon, spécialiste d'histoire romaine, les différentes cultes admis dans l'Empire étaient considérés par le peuple comme également vrais. Cicéron, homme politique et orateur célèbre, était expert à rechercher des présages dans le vol des oiseaux. D'après Pétrone, historien latin, à en juger par la multitude des religions et des cultes pratiqués dans certaines villes romaines, il devait s'y trouver plus de dieux que d'habitants. En Chine, on a exhumé plus de 100 000 os et écailles oraculaires datant du 2e millénaire avant notre ère, dans la dynastie de Shang. Les prêtres Shang s'en servaient pour interroger les dieux à tout propos, du temps qu'ils feraient au mouvement des troupes. La question posée était tout d'abord inscrite sur l'os, en caractère archaïque. Puis l'os était chauffé et l'on examinait ses craquelures. On inscrivait ensuite les réponses sur le même os. Certains épigraphistes sont d'avis que l'écriture chinoise s'est développée à partir de ces caractères archaïques. Le traité de divination de la Chine antique que l'on connaît le mieux a pour nom Yin Jing, livre ou canon des mutations. Il aurait été rédigé par les deux premiers empereurs de la dynastie Zhou, Wenwang et Zhongong. Je m'excuse, hein, l'anglais et le chinois, c'est pas mon truc. Ça, c'est une parenthèse, c'est moi qui le dis. Au XIIe siècle avant notre ère. Cet ouvrage explique de façon détaillée l'interaction de deux forces contraires appelées yin, yang, obscurité, lumière, négatif, positif, femelle, mâle, lune, soleil,
terre, ciel, etc. Qu'aujourd'hui encore de nombreux Chinois assimilent aux principes qui dirigent la vie humaine. Selon le Ying-Jing, toutes choses dans l'univers sont en perpétuelle mutation. Rien n'est permanent. Pour mener à bien une tâche, quelle qu'elle soit, il faut s'informer de tous les changements en cours, puis agir en harmonie avec le déroulement des choses. On pose donc des questions, on jette les sorts, puis on consulte le Ying-Jing. Depuis des siècles, en Chine, ce manuel sert de support à toutes sortes de techniques divinatoires, à la géomancie notamment. Voilà, on va arrêter là. Je m'excuse hein, pour les mots, pour les articulations et tout. Je découvre en même temps que vous, hein, comme j'ai dit précédents épisodes. Voilà. Donc il faudra que je le lise 10 fois avant de le lire, mais bon, ça serait peut-être pas pareil parce que je découvre en même temps que vous. Et des fois j'ai des sourires, des fois j'ai des airs étonnés et tout. Parce que voilà. Hein, et des fois j'essaye de ne pas m'éclater de rire parce qu'il y a des trucs. Voilà. Donc j'essaye de respecter le tout et c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous dis au prochain épisode. Prochain épisode, on verra l'astronomie et l'astrologie. Allez, ciao. Bye bye.